La moquette épaisse du cabinet Thomson et Associés, sur State Street à Boston, absorbait le moindre bruit, ne laissant filtrer que le murmure contenu de la climatisation. Un son froid et clinique qui ne faisait qu'accentuer la tension glaciale qui régnait autour de la table de conférence en acajou massif. Les rideaux de velours lourd étaient tirés, offrant à la pièce une pénombre sophistiquée, comme si même la lumière du jour n'était pas digne d'assister à cette lecture testamentaire. J'y étais assise face à Charles, mon frère aîné, qui occupait l'espace avec une aisance trop familière, son costume anthracite taillé sur mesure contrastant avec la rigidité de ma propre posture. Pendant des années, le mépris de Charles à mon égard avait été un silence pesant. Une atmosphère que je respirais sans m'en plaindre, un oubli poli de mon existence et de mes réussites. Il m'avait toujours considérée comme la petite sœur rêveuse. Incapable de gérer quoi que ce soit de concret, encore moins de l'argent, et certainement pas l'héritage de maman. Ce mépris silencieux, il l'avait peaufiné, le transformant en une forme d'art subtil, uniquement perceptible par moi. L'humiliation invisible. Aujourd'hui, j'avais l'intuition que ce silence allait se briser, pour le pire. Madame Thomson, une femme aux cheveux gris impeccablement coiffés et au regard affûté, éclairait la scène de sa présence professionnelle. Elle feuilleta les dernières pages reliées du testament de maman, la défunte Élisabeth Dubois. Ma gorge était sèche. Je me souvenais de ma mère, une femme pragmatique mais aimante, qui avait toujours tenté, en vain, d'équilibrer la dynamique destructrice entre ses deux enfants. Nous arrivons maintenant à la répartition des actifs principaux, annonça Madame Thomson, sa voix claire résonnant légèrement dans le silence feutré. Charles se redressa, l'air d'un homme qui sait ce qui lui est dû. Il s'attendait à tout, car si, était lui après tout, qui avait géré les finances de maman ces dernières années, prétendument pour la protéger. Après les legs spécifiques, la majeure partie des biens immobiliers et des liquidités restantes, représentant environ 65% du patrimoine total, est léguée à Élise Dubois. Un silence épais, plus lourd que l'acajou, tomba sur la table. Mon cœur fit un bond douloureux, non pas de joie mais de surprise, et d'une vague appréhension. J'avais toujours pensé que Charles, l'homme d'affaires brillant, hériterait de la majorité, l'homme de confiance. Le visage de Charles, d'abord figé par l'incrédulité, se tordit lentement en une grimace de rage froide. Il ne dit rien immédiatement, mais ses poings se serrèrent sous la table, faisant trembler très légèrement la fine couche de poussière sur le cuir de son fauteuil. La tension était devenue électrique. « Et les 35% restants, monsieur Dubois, vous sont attribués », ajouta l'avocate avec une neutralité imperturbable. Charles se racla bruyamment la gorge, brisant le silence. Il se pencha en avant, son regard d'acier fixé sur Madame Thomson, ignorant ma présence comme si j'y étais un meuble sans importance dans la pièce. « Madame Thomson, j'ai une objection formelle à soulever, dit-il, sa voix basse, mais incroyablement tranchante. Il utilisait ce ton qu'il réservait au conseil d'administration, un mélange d'autorité et de dédain. Ma mère a rédigé ces documents dans les derniers mois, à un moment où sa lucidité, était, disons, fluctuante. L'avocate croisa les mains. Nous avons un certificat médical qui atteste de la pleine capacité mentale de votre mère lors de la signature, monsieur Dubois. Je ne remets pas en question sa signature, rétorqua Charles, jetant enfin un regard condescendant vers moi, un regard plein de pitié simulée, qui m'a toujours fait plus de mal que la colère ouverte. Je remets en question la sagesse de confier une somme aussi colossale à Élise. Il fit une pause dramatique, s'assurant que tous les avocats présents dans la pièce Choll écoutaient attentivement. Mon sang commençait à bouillir, mais j'avais appris, après des décennies, à maintenir une façade de calme face à ces assauts. Vous voyez, Élise est bien intentionnée. Mais elle est, et cela doit être dit devant ses estimés professionnels, notoirement incapable de gérer ses propres finances. Ses tentatives d'investissement ont toujours été un désastre. Elle n'a aucun sens pratique des affaires. Si cet argent lui est versé directement, il sera dilapidé en moins de 3 ans. La violence de l'attaque publique, devant des étrangers, m'a coupé le souffle. Ce N était plus le mépris silencieux. C était une exécution en place publique. Il m'a humilié sans la moindre retenue. Je demande donc, en vertu de mon rôle de frère aîné et de personne la plus compétente de cette famille, Gardet, établissement immédiat d'une tutelle financière stricte pour la gestion de l'héritage Élise, Gardet, déclara-t-il, comme s'il proposait une solution raisonnable à un problème évident. Je suis prêt, par devoir familial, à superviser et contrôler l'usage de ces fonds. Les mots résonnaient comme des coups de marteau sur mon armure émotionnelle. Incapable. Irresponsable. Ces étiquettes qu'il m'avait collées depuis l'enfance venaient d'égayer, être prononcées à haute voix, validées par son ton de faux expert. J'ai senti mes joues chauffer, la honte mêlée à une rage sourde montant dans ma poitrine. Madame Thomson m'adressa un regard interrogateur. Mademoiselle Dubois, avez-vous un commentaire sur la proposition de votre frère ? J'ai pris une grande inspiration. Les années de douleur invisible, les dîners de famille où il me coupait la parole, les sourires narquois quand je parlais de mes projets. Tout s'est condensé en une seule masse brûlante. Charles, ai-je dit, ma voix tremblante mais audible. Tu n'as pas le droit de me traiter d'incapable. Il eut
eut un rire sec, une expression de pitié exaspérée. Élise, sois réaliste. Tu as besoin d'un tuteur. Maman savait que tu étais trop fragile pour ce genre de responsabilité. Ce mot, fragile, a été l'insulte finale. Il ne cherchait pas à me protéger. Il cherchait à reprendre le contrôle total des actifs, comme il avait déjà tenté de le faire avec ceux de maman pendant ces dernières années. Et c'est là que le souvenir de l'enregistrement m'a frappé avec la force d'une révélation. Il pensait avoir détruit la seule preuve de sa trahison. Il pensait avoir effacé toute trace de l'aveu qu'il avait fait dans la cuisine de maman, ivre, il y a 2 ans, où il révélait avoir détourné des sommes considérables des comptes de notre mère, en utilisant des procurations qu'elle ne comprenait pas. Il m'avait nargué à l'aisselle, époque, certain que le fichier était perdu. Mais en secret, je l'avais sauvegardé. J'avais transféré la conversation sur un disque dur crypté, caché dans un coffre de banque à Boston, le conservant non pas par vengeance, mais comme une police d'assurance silencieuse contre sa malveillance constante. Je n'avais jamais eu l'intention de l'utiliser, pas tant qu'il se contentait du mépris silencieux. Mais aujourd'hui il m'a humilié publiquement, osant me dépeindre comme une enfant irresponsable devant des avocats. Il avait franchi la ligne. La souffrance accumulée exigeait désormais la justice. Je me suis penché légèrement en avant, adoptant une posture qui copiait étrangement la sienne, mais sans son arrogance. Mon cœur battait la chamade, mais un calme étrange et froid était installé dans mon esprit. Charles, tu t'inquiètes pour ma capacité à gérer l'argent, c'est ça? Ai-je demandé, ma voix retrouvant une fermeté que j'ignorais posséder. Je m'inquiète pour l'héritage de maman Élise. C'est la différence entre nous. Toi, tu penses à toi. Moi je pense à la mémoire de notre mère et à la gestion saine de ce qu'elle a bâti, répondit-il, se tournant vers Madame Thompson avec un air de vertu outragé. Dans ce cas, Charles, peut-être devrions-nous parler de la gestion saine des fonds de maman, de ton point de vue, dis-je, tirant de mon sac une petite clé USB, que j'avais préparée ce matin même. L'objet était discret, noir, insignifiant. L'avocate sourcilla. Mademoiselle Dubois, je ne suis pas certaine de comprendre la pertinence d'une clé USB dans cette discussion. C'est très pertinent, Madame Thompson. C'est la raison pour laquelle maman a changé son testament en ma faveur il y a 8 mois, expliquai-je, sans quitter Charles des yeux. Son expression changea, passant de l'arrogance à une micro-expression de panique, fugace, qu'il tenta immédiatement de masquer par un froncement de sourcils dédaigneux. Qu'est-ce que tu racontes, Élise? Ne te ridiculise pas plus que tu ne l'as déjà fait, cracha-t-il, un avertissement clair dans le ton. Je ne me ridiculise pas, Charles. Je rétablis la vérité, répondis-je, un sourire amer étirant mes lèvres. Vous voyez, Madame Thompson, mon frère, croit qu'il est le seul à détenir le sens des affaires. Il croit qu'il est assez intelligent pour détourner l'argent de maman sans laisser de traces. Il croyait surtout avoir effacé l'enregistrement où il avouait ce détournement. J'ai tendu la clé USB à l'un des jeunes associés de Madame Thompson, qui l'a pris avec une hésitation visible. L'atmosphère dans la pièce S était figée. Les avocats se regardaient, réalisant que le ton de la réunion venait de basculer violemment du droit successoral à l'accusation pénale. Insérez ceci dans l'ordinateur, s'il vous plaît. C'est un fichier audio que Charles a enregistré par accident, ordonnai-je, mon cœur battant la chamade, mais ma voix restant étonnamment stable. La justice, enfin, était à portée de main. Charles se leva brusquement, renversant presque sa chaise. Il était pâle, réalisant que la preuve, celle qu'il croyait avoir anéantie, était là, dans ma main, gardée en secret pendant tout ce temps de mépris. « Tu n'as pas le droit de faire ça, Élise. C'est une intrusion illégale, cria-t-il, sa voix tremblante trahissant sa panique. L'homme d'affaires confiant avait disparu, remplacé par un prédateur acculé. C'est une preuve, Charles. Une preuve de la raison pour laquelle maman ne voulait plus que tu touches à un centime de son patrimoine, répondis-je froidement, le fixant droit dans les yeux. L'associé, sous le regard silencieux et lourd de Madame Thompson, brancha la clé USB sur le PC portable et lança le fichier. Le son d'une voix, la voix de Charles, légèrement pâteuse et éméchée, emplit la pièce. L'enregistrement commença, et, oui, j'ai pris ces 30 000 du compte de sa retraite. Elle ne s'en rendra jamais compte. Elle est trop sénile, de toute façon. Et si Élise me demande, je lui dirai que j'ai tout effacé. La petite incapable n'aura jamais le cran de s'opposer à moi, ni la preuve de toute façon. Oh. Le son de sa propre voix, décrivant avec désinvolture sa trahison et me traitant d'incapable, flottait dans l'air. La salle est devenue silencieuse. Le choc était palpable. Les avocats, témoins de l'humiliation publique que Charles venait de m'infliger, étaient désormais les témoins de sa chute. L'ironie était brutale. Il m'avait traité d'irresponsable 5 minutes plus tôt, et l'enregistrement prouvait qu'il était lui-même un voleur manipulateur. Charles resta debout, figé, les yeux écarquillés. J'ai laissé l'enregistrement se dérouler à la fin, chaque mot confirmant le détournement de fonds et la profondeur de son mépris non seulement envers moi, mais aussi envers maman. Quand le fichier s'est terminé, le silence qui a suivi était assourdissant. Un silence de vérité révélée, beaucoup plus lourd que celui du début de la réunion. J'ai regardé Charles, dont le visage était ravagé, l'arrogance totalement éteinte. J'ai révélé la vérité sur sa trahison, et ce était plus moi qui étais humilié.
Madame Thompson, je crois que ceci répond à la question de savoir qui est vraiment incapable de gérer les fonds, dis-je, ma voix pleine d'une assurance nouvelle, née de la libération. Mon frère pensait m'avoir détruite en public, mais ce jour-là tout a changé. Le choc était palpable. Les avocats, témoins de l'humiliation publique que Charles venait de m'infliger, étaient désormais les témoins de sa chute. L'ironie était brutale. Il m'avait traité d'irresponsable 5 minutes plus tôt, et l'enregistrement prouvait qu'il était lui-même un voleur manipulateur. Charles resta debout, figé, les yeux écarquillés. J'ai laissé l'enregistrement se dérouler jusqu'à la fin, chaque mot confirmant le détournement de fonds et la profondeur de son mépris non seulement envers moi, mais aussi envers maman. Quand le fichier s'est terminé, le silence qui a suivi était assourdissant. Un silence de vérité révélée, beaucoup plus lourd que celui du début de la réunion. Ce silence, était plus feutré. Il était dur, tranchant comme du verre brisé. L'air, saturé par la tension et le parfum lourd et boisé de l'acajou ciré, semblait difficile à respirer. Le seul bruit résiduel venait de l'unité centrale de l'ordinateur portable, dont le ventilateur tournait bruyamment, s'efforçant évacuer la chaleur générée par le fichier audio qui venait de mettre à nu une trahison familiale et financière. Charles ne bougeait plus. Indy était plus l'homme d'affaires triomphant, il était un monument de défaite, pétrifié. Une veine palpitait visiblement sur sa tempe. Son costume, quelques minutes auparavant symbole de son autorité incontestable, paraissait soudain froissé. Et j'ai remarqué, avec une satisfaction glaciale, une fine couche de sueur perlée sous son col ajusté. J'ai regardé Charles, dont le visage était ravagé, l'arrogance totalement éteinte. J'ai révélé la vérité sur sa trahison, et ce était plus moi qui étais humilié. La douleur et la rage que j'avais réprimées pendant des années se dissolvaient, remplacées par une clarté totale, un sentiment de justice enfin accompli. J'avais conservé cette preuve en secret, non par soif de vengeance mais par nécessité de survie. Aujourd'hui, cette police d'assurance venait de payer ses dividendes les plus amers. Madame Thompson, après un instant d'immobilité professionnelle parfaite, fut la première à bouger. Elle se pencha, saisit le petit carnet en cuir posé devant elle, et tapa doucement sur la table avec son stylo, un bruit sec qui ramena tout le monde à la réalité. Son visage, bien que toujours impassible, reflétait une concentration intense, le passage immédiat de la surprise à l'aile, évaluation juridique. G était assise à la table, encaissant la rhétorique lissée de mon propre frère, Charles, qui achevait de démolir ma réputation et mes capacités devant 3 avocats dont le visage impassible ne trahissait aucune émotion. Charles avait posé ses coudes sur la table, ses mains jointes dans un geste de fausse humilité, mais elle, éclat triomphant dans ses yeux m'indiquait qu'il savourait chaque mot. Était l'apothéose d'années de mépris silencieux, enfin exprimé à haute voix, dans un lieu où l'enjeu était maximal. Maître Thompson, mesdames. Je crois que les termes de maman étaient clairs. Elle souhaitait que l'héritage soit géré avec prudence et vision stratégique. Élise, bien sûr, a des qualités indéniables, notamment son dévouement affectif envers maman durant ces dernières années. Je lui en suis reconnaissant, mais en matière de gestion fiduciaire et de patrimoine financier de cette ampleur, sa contribution se limite, je le crains, à une ignorance bien intentionnée. Elle n'a jamais eu le sens des affaires, elle n'a jamais souhaité s'y impliquer, et la confier la cogestion serait non seulement irresponsable, mais un déni flagrant de la volonté de préserver le capital familial. Chaque mot était une flèche empoisonnée, enveloppée dans le papier cadeau de la sollicitude fraternelle. Il se positionnait comme le seul protecteur avisé de la fortune, me réduisant, moi, à une simple infirmière sentimentale, bonne à tenir une main, mais totalement incapable de tenir un bilan. L'avocate principale, Madame Thompson, notait méthodiquement les arguments de Charles sur un carnet en cuir. Elle m'a humilié publiquement, réduisant mon existence et mon sacrifice à une simple anecdote sans valeur professionnelle. La douleur était vive, coupante, mais étrangement elle n'était plus nouvelle. Elle était une vieille compagne. Pendant des années j'avais absorbé cette froideur, cette condescendance. Tandis qu'il parlait, mon cœur se glaçait, mais mon esprit devenait d'une clarté sidérante. Était comme si la pression insupportable du mépris accumulé venait de cristalliser ma détermination. Je savais qu'il était temps. Le moment que j'avais attendu, ce moment suspendu où il se sentirait invincible, où il penserait avoir gagné, était arrivé. Mes yeux se sont posés sur l'île, écran de projection au fond de la salle, que les avocats utilisaient pour afficher des clauses juridiques, et qui était pour l'instant éteint. Puis mon regard est revenu sur Charles, qui terminait son sermon par un sourire de suffisante écrasante, s'essuyant la bouche avec une serviette en lin immaculé, convaincu d'avoir scellé mon sort. Il est de notre devoir de respecter l'esprit du testament, pas seulement la lettre. Je propose donc, Maître Thompson, que je sois l'unique administrateur, Élise conservant son dû mais étant déchargée de toute responsabilité exécutive, pour sa propre tranquillité d'esprit. Il se rassit, le bruit du cuir frottant contre le tissu de son costume sur mesure, remplissant le vide créé par sa dernière phrase. Il y avait un air de finalité dans la pièce. Les avocats s'apprêtaient à acquiescer,
à passer à la formalisation de cette proposition unilatérale. Mais moi JC était déjà ailleurs. JC était transporté 2 ans en arrière, dans le petit salon de maman, quelques semaines avant qu'elle ne s'éteigne. Je me souvenais de Charles, un soir de tempête à Boston, arrivé en état d'ébriété avancée. Il était paniqué, ses affaires s'effondraient, et il cherchait désespérément un prêt que maman refusait de lui accorder. Il était assis devant l'ordinateur de maman, un vieil appareil qu'elle utilisait à peine, et avait passé un appel vidéo à un associé véreux, hurlant sa frustration. Il avait crié, dans une crise de panique alcoolisée, qu'il avait déjà puisé dans les fonds de maman pour couvrir ses dettes de jeu, que les 300 000 $ avaient disparu, et qu'il allait falloir trouver un moyen de maquiller ça, comme des investissements malheureux avant qu'elle ne meure. J était resté dans l'ombre du couloir, mon cœur battant la chamade, incapable de croire l'horreur de ce que j'entendais. Il avait dérobé maman, notre mère, qui lui faisait une confiance aveugle. Il avait raccroché brusquement, réalisant qu'il avait accidentellement activé l'enregistreur vocal du logiciel de vidéoconférence. J'avais entendu le clic frénétique de sa souris quand il avait cherché et détruit, croyait-il, le fichier audio sur le bureau. Mais maman m'avait appris une chose. Toujours vérifier 2 fois. Tandis que Charles S. était effondré sur le canapé, ivre de culpabilité et de whisky, j'avais glissé dans le bureau. J'avais retrouvé le fichier dans le dossier temporaire du logiciel, quelques minutes avant qu'il ne soit définitivement purgé par le système. J'avais copié l'enregistrement, en secret, sur une vieille clé USB chiffrée, une petite chose insignifiante que j'avais glissée dans ma poche intérieure, attendant le moment où il oserait me marcher sur la tête. J'avais gardé cette preuve, ce lourd secret, pendant 2 ans. Il ne s'agissait plus seulement d'argent, mais de la trahison fondamentale de la mémoire de maman. Aujourd'hui, il venait de dépasser les limites. Il ne m'avait pas seulement humilié, il avait tenté de me rayer de l'équation, justifiant sa propre cupidité par mon incompétence prétendue. Je me suis redressé, doucement. Ma main, glissée sous la table, a trouvé la petite clé USB, que j'avais attachée à l'intérieur de ma manche, prête. J'avais repéré, lors des premières présentations des avocats, le boîtier de connexion audio/vidéo intégré au mur, caché sous la table. Tandis que Charles prenait une gorgée d'eau pétillante, savourant son triomphe, j'ai discrètement inséré la clé dans l'un des ports USB de connexion, que j'avais testé quelques minutes plus tôt, sous le prétexte de faire tomber mon stylo. Le système de la salle, moderne et centralisé, a reconnu la clé instantanément. Je me suis éclairci la gorge. Le son était infime, mais dans le silence clinique de la salle, il a attiré l'attention. Madame Noas. Thompson a levé les yeux de son carnet. Oui, mademoiselle Dubois, avez-vous une réponse à la proposition de votre frère? Charles m'a regardé avec un mélange d'ennui poli et de pitié forcée. Il s'attendait à une défense faible, à des larmes, ou à une capitulation silencieuse. J'ai posé mes mains à plat sur la table d'acajou, sentant le grain froid sous mes paumes. Ma voix, habituellement douce et hésitante face à l'autorité de Charles, est sortie claire, mesurée et forte. J'ai écouté attentivement l'argumentation de mon frère, Charles. Il a souligné mon inexpérience en gestion, mon manque de vision stratégique, et ma prétendue incapacité à préserver le patrimoine. Il a insinué que mon seul rôle fut affectif, et que ma présence à cette table, au-delà de la signature de mon chèque, est superflue. Je me suis arrêté. Le silence se faisait plus lourd. Je n'étais pas en train de me défendre, Joe était en train de charger mon arme. Charles a affiché un sourire paternel. Élise, nous savons tous que ce n'est pas ta faute, nous avons des rôles différents dans cette famille. Ça! Exactement, Charles, nous avons des rôles différents, ai-je rétorqué, mon regard cloué sur le sien. Pour la première fois depuis des années, il y avait de l'acier dans mes yeux. Et mon rôle, ce soir, n'est pas de me défendre contre tes calomnies, mais de révéler la vérité sur ta propre incapacité à gérer la moindre chose, y compris ta propre vie, sans trahir et voler les plus vulnérables. Le sourire de Charles s'est figé, un tressaillement d'incrédulité a traversé son visage. Il a commencé à se pencher en avant, prêt à m'interrompre avec une fureur contenue. Je pense que tu te égare, Élise. Restons-en aux affaires. Ces affaires impliquent 300 000 $, Charles. L'argent que maman avait mis de côté pour sa retraite et ses soins. Ai-je continué, sans lui laisser le temps de reprendre son souffle. L'argent que tu as détourné quelques semaines avant son décès pour éponger tes dettes de jeu, espérant qu'elle n'ait jamais l'occasion de le découvrir. La salle est devenue silencieuse. Un silence total, si dense qu'on aurait pu entendre le léger bourdonnement des néons au plafond. Les avocats ont cessé d'écrire, leur tête pivotant de Charles à moi. Charles, lui, est devenu livide. Il savait que je savais. Mais comment? Il était certain d'avoir effacé la preuve. Tu mens, a-t-il chuchoté, le mot « S », étranglant dans sa gorge. Il a tenté de garder sa façade d'homme d'affaires calme, mais la sueur perlait déjà sur son front. C'est une accusation diffamatoire et sans fondement, Élise. Tu es hystérique. J'ai ignoré l'insulte. D'un mouvement précis et rapide, j'ai utilisé la télécommande de présentation posée devant moi. J'ai activé l'affichage de l'aile, écran plat,
Puis j'ai basculé le système audio sur la source externe, la clé USB que j'avais connectée en secret. J'ai appuyé sur lecture, un son a rempli la pièce, non pas le mien, mais la voix de Charles, rauque et déformée par l'alcool et la panique, ce fameux soir de tempête. L'enregistrement était d'une clarté effrayante, amplifié par les haut-parleurs discrets, encastrés dans les murs. Je te dis que je ne peux plus attendre. J'ai déjà pris l'argent sur le compte de maman, j'ai dû le faire pour couvrir l'appel de marge. Ces 300 000 putains de dollars sont partis, et si elle s'en aperçoit avant qu'on ait pu maquiller ça avec les avocats, je suis cuit. J'ai besoin de ton aide pour que ça ressemble à des pertes d'investissement. Je te jure que je vais le rembourser, mais personne ne doit savoir que c'est moi qui l'ai pris. Ça reste risque. Le son de sa voix affolée résonnait dans l'espace luxueux du cabinet Thompson et Associés. Charles s'est levé d'un bond, son fauteuil basculant, avec un bruit sourd sur la moquette épaisse. La surprise était transformée en panique abjecte, puis en une fureur incontrôlable. « Éteins ça, Élise !» Immédiatement, a-t-il hurlé, se ruant vers la table, ses mains tendues pour arracher l'équipement. J'ai reculé, mon corps tremblant non pas de peur, mais de la puissance de la libération. L'enregistrement continuait de dérouler les détails sordides de son plan. L'avocat véreux répondant calmement sur la manière de falsifier les documents comptables. Madame Lazili Thompson, l'avocate principale, une femme qui n'avait pas montré une once d'émotion en une heure, a claqué sa main sur la table. « Monsieur Dubois, asseyez-vous !» Son ton était tranchant, autoritaire. Charles s'est figé, son visage rougeoyant d'une rage impuissante. Il a regardé l'écran, le petit icône de fichier audio en cours de lecture, puis mes yeux. Il a compris. J'avais joué mon coup de maître. Il pensait avoir détruit l'enregistrement, mais en secret, j'avais gardé la preuve. Je l'ai sauvegardé, Charles. Ce soir-là, tandis que tu évanouissais, j'ai fait une copie. Je savais qu'un jour tu dépasserais les bornes, ai-je dit, ma voix toujours calme, contrastant avec le chaos de l'enregistrement. L'audio continuait, exposant sa trahison dans les moindres détails. Les avocats écoutaient, impassibles en apparence, mais la tension palpable dans leur corps témoignait de la gravité de la situation. Leur carnet était maintenant fermé. Leur attention était focalisée sur la bande sonore de la culpabilité de Charles. Charles était démoli publiquement. Le masque d'homme d'affaires respecté et compétent qu'il portait depuis des décennies venait de sauter, écrasé au sol devant les témoins les plus importants de notre héritage. Il s'est laissé tomber lourdement sur sa chaise, le souffle court. Il ne pouvait plus crier, il ne pouvait plus mentir. J'ai révélé la vérité, ai-je pensé, observant le visage défait de mon frère. Pendant des années j'avais été l'ombre, la femme méprisée, incapable de tenir tête. Ce jour-là tout a changé. Le pouvoir avait basculé. Le fichier audio a atteint sa fin. Le silence est revenu dans la salle de conférence, mais ce était plus le silence froid du début. Était un silence lourd, électrique, chargé de chocs et de conséquences. Madame Thompson m'a regardé longuement, un regard neuf, dépouillé de toute condescendance. Elle ne voyait plus Élise, la sœur sensible. Elle voyait Élise la gardienne de la vérité, celle qui avait attendu patiemment pour exposer une fraude. Monsieur Dubois, a commencé maître Thompson, sa voix ayant pris une tonalité juridique glaciale. Compte tenu des éléments audio que nous venons d'entendre et qui semblent corroborer un détournement de fonds significatif sur le patrimoine de votre mère, nous sommes contraints de suspendre immédiatement cette lecture et de reconsidérer la légalité de votre position en tant qu'héritier et administrateur potentiel. Ciao. Charles n'a pas répondu. Il s'est contenté de me fixer avec une haine pure, non pas la haine du mépris habituel, mais la haine de l'homme qui vient de réaliser qu'il a été détruit par celle qu'il pensait la plus faible. Mais son regard n'avait plus aucun impact sur moi. La peur était morte. J'étais libre. J'ai déconnecté la clé USB, la glissant dans ma poche. La preuve était désormais entre les mains des avocats. Mais surtout, la vérité avait été dite. Ce moment de silence total, juste après la révélation, a été le plus grand acte de justice de ma vie. Je n'avais plus à prouver ma valeur, car la preuve de son indignité parlait pour elle-même. J'étais enfin reconnu, non pas par mon frère, mais par l'autorité. Ce jour-là, l'arrêt, à m'oublier que JCT avait repris le pouvoir. Charles n'a pas répondu. Il s'est contenté de me fixer avec une haine pure, non pas la haine du mépris habituel, mais la haine froide, viscérale, de l'homme qui vient de réaliser qu'il a été méticuleusement détruit par celle. Charles avait achevé sa diatribe par un sourire lourd de suffisance, se penchant légèrement vers moi comme pour s'assurer que le poison de ses mots avait bien pénétré. Il venait d'insinuer que maman, dans sa sagesse, avait judicieusement écarté la personne la moins compétente et la plus émotionnellement instable de ses affaires, me désignant sans la moindre subtilité. J'ai senti la chaleur monter à mes joues, non pas de honte, mais d'une détermination froide et inébranlable. Pendant des années j'avais intériorisé ce mépris silencieux, mais aujourd'hui, l'humiliation était totale, publique, et elle sonnait le glas de son règne d'arrogance. Madame Thompson, l'avocate principale, s'apprêtait à refermer le dossier, ses lunettes glissant légèrement sur son nez, signalant la fin de la lecture formelle. Était l'instant précis que j'avais attendu.
L'ultime seconde où le triomphe de Charles était à son zénith, et où la chute serait la plus retentissante. Mon cœur battait un rythme martial sous ma veste, un tambour de guerre qui semblait vouloir exploser de ma poitrine. Sans un mot, sans même un regard vers Charles, j'ai sorti de mon sac une petite télécommande discrète que j'avais cachée sous la table tout ce temps. J'ai appuyé sur le bouton. Un clic minuscule, immédiatement suivi d'une voix familière, rauque et terriblement claire, qui a empli le silence de la luxueuse salle de réunion. Ce « N » était pas ma voix, « C » était celle de Charles. Le son provenait d'un petit haut-parleur Bluetooth que j'avais dissimulé sous un épais bouquet floral, placé stratégiquement au centre de la table pour les besoins de la décoration. L'ingénierie du secret avait été ma seule alliée depuis des mois. Charles, au début, a affiché une expression de confusion contrariée, pensant qu'il s'agissait d'une interférence technique ou d'un téléphone oublié. Mais lorsque sa propre voix a commencé à cracher des mots spécifiques, son visage s'est figé. Chou, oui, je te dis que je l'ai brûlé. La preuve que j'ai retiré les fonds en 2018 ? Complètement parti. Maman était déjà trop faible, elle ne s'en serait jamais rendue compte. Élise, cette idiote, elle n'aurait jamais l'idée de vérifier les comptes de toute façon. Le son de son rire gras et satisfait sur l'enregistrement était glaçant. Madame Thompson et ses deux associés, stoïques jusqu'alors, ont redressé la tête simultanément, comme tirés par une corde. Leurs regards sont passés de l'enceinte, à Charles, puis à moi. Ils étaient pétrifiés. La voix enregistrée a continué, détaillant le plan froidement. J'ai falsifié sa signature pour la procuration bancaire, juste assez pour vider les comptes d'investissement sans que cela ne paraisse suspect sur le compte courant. Ça fait presque 1 million, mon ami. Et personne ne le saura. La confession était d'une précision chirurgicale, énonçant les dates, les montants, les banques impliquées. Était le même enregistrement que Charles pensait avoir définitivement effacé de mon ancien ordinateur portable en le formatant il y a 6 mois. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en secret j'avais fait une sauvegarde cryptée sur un cloud privé, avant même qu'il ne pose ses mains destructrices sur mon matériel. J'avais gardé cette vérité comme un trésor mortel, attendant l'heure de la justice. L'enregistrement a duré 3 minutes entières. 3 minutes qui ont semblé 6, étirées en une éternité de jugement absolu. Quand le fichier audio s'est terminé, la salle est devenue silencieuse. Un silence total, oppressant, où l'on n'entendait plus que le bourdonnement du système de ventilation et les battements frénétiques de mon propre pouls. Le choc N était pas seulement auditif, il était visuel. Charles avait perdu toutes ses couleurs. La suffisance qui avait illuminé son visage quelques instants plus tôt baisse, était muée en une terreur paniquée, ses yeux exorbités cherchant désespérément une échappatoire. Il a tenté un geste de dénégation, ses mains tremblantes s'agitant en l'air, un murmure étouffé de protestation se bloquant dans sa gorge. C'est un montage! C'est impossible! J'ai posé ma télécommande sur la table, calmement, je l'ai regardé droit dans les yeux, la même froideur que j'avais vue chez lui pendant toutes ces années de mépris. Mais chez moi, elle était teintée de justice. Ce n'est pas un montage, Charles. C'est ta voix, c'est la vérité sur ce que tu as fait à maman pendant qu'elle était faible. Ma voix, d'habitude si douce et discrète, résonnait désormais avec une autorité nouvelle. Madame Thompson, dont le professionnalisme était mis à rude épreuve par ce rebondissement digne d'un thriller judiciaire, a enlevé ses lunettes et les a posées avec une précision méticuleuse. Son regard s'est fixé sur Charles avec une intensité glaciale. Monsieur Dubois, est-ce votre voix sur cet enregistrement ? A-t-elle demandé, la voix basse mais coupante comme de l'acier. Charles, l'homme d'affaires arrogant, l'héritier présomptueux qui venait de m'humilier devant ses experts, était réduit à un pantin démantelé. Il essayait d'articuler un mensonge, mais l'air semblait lui manquer. Élise, comment as-tu ? Tu avais dit que tu n'avais rien. Il ne pouvait même pas finir sa phrase, réalisant que le piège qu'il avait cru refermer sur moi, se refermait en réalité sur lui. J'ai souri, non pas d'un sourire triomphant, mais d'un sourire libérateur. Tu pensais avoir détruit la preuve, Charles. Mais j'avais une sauvegarde. J'ai révélé la vérité, et maintenant, tous les avocats ici présents savent exactement qui est l'incapable. Ces mots, qui rétablissaient ma dignité et retournaient l'insulte de quelques minutes auparavant, ont été les plus doux que j'ai jamais prononcés. L'associé le plus jeune, Monsieur Harrison, a immédiatement sorti son téléphone et a commencé à prendre des notes frénétiques, son visage trahissant un mélange de stupéfaction et d'excitation professionnelle. L'affaire venait de basculer du règlement de succession à la fraude pénale. Madame Thompson s'est penchée en avant, s'adressant directement à moi, me reconnaissant pour la première fois non pas comme la petite sœur mais comme la cliente la plus importante dans cette affaire. Mademoiselle Dubois, cette preuve audio est-elle authentique ? Pouvez-vous nous fournir la source et des éléments de contexte détaillés ? J'ai acquiescé, ma posture droite, ma tête haute. Absolument. Cet enregistrement détaille le détournement de fonds de ma mère, des fonds qu'elle avait mis de côté pour ma sécurité future. Je les gardais en secret, sachant que mon frère ferait tout pour nier sa culpabilité. Pendant que je parlais, Charles s'est levé brusquement, renversant presque sa chaise. Il était en sueur, ses yeux injectés de sang. La colère commençait à remplacer la panique, mais il était trop tard. Tu vas le regretter, Élise.
Tu as ruiné ma vie !» a-t-il hurlé, sa voix éraillée et faible, un contraste frappant avec la confiance qu'il affichait il y a peu. Madame Thompson a levé la main, un geste ferme qui a stoppé net l'accès de fureur de Charles. « Monsieur Dubois, je vous conseille vivement de vous rasseoir et de vous taire. À partir de cet instant, vous êtes sous enquête pour fraude et abus de confiance sur personne vulnérable. » Le ton de l'avocate était sans appel. Le destin de Charles venait de se sceller dans cette salle lambrissée de Boston. Il a fait quelques pas maladroits vers la porte, cherchant à fuir la honte et la réalité imminente de son exposition. Mais M. Harrison s'est interposé, bloquant la sortie d'un air impassible. Les conséquences légales étaient inéluctables, et Charles venait de perdre tout contrôle, y compris celui de sa liberté de mouvement. J'ai assisté à sa déchéance non pas avec joie, mais avec le soulagement profond de quelqu'un qui vient de retirer une écharde empoisonnée après des années de douleur. Ce N était pas une victoire mesquine. C était la restauration d'un équilibre brisé. Madame Thompson a passé les 40 minutes suivantes à enregistrer ma déposition, et à écouter l'enregistrement une seconde fois, cette fois avec des écouteurs pour capter chaque nuance. Elle m'a assuré qu'une action en justice serait lancée immédiatement pour récupérer les fonds détournés et poursuivre Charles pour ses crimes. Le testament, que Charles avait espéré manipuler pour me rendre encore plus dépendante ou même m'exclure totalement en raison de mon inaptitude, N, était plus le sujet principal. L'héritage de maman était sauvé, et ma réputation était non seulement restaurée mais renforcée par mon courage et ma perspicacité. Quand je suis sortie de la salle de conférence, l'air froid de Boston ne m'a pas semblé hostile. J'ai laissé derrière moi Charles, seul, confronté à ses avocats qui étaient désormais ses accusateurs, son masque d'homme respectable brisé en 1000 morceaux. Ce jour-là, tout a changé. J'ai récupéré non seulement l'héritage de maman, mais surtout ma dignité et ma voix que Charles avait tenté d'étouffer pendant toute notre vie adulte. Nous, était plus la petite sœur effacée et méprisée, mais la gardienne de la vérité, celle qui avait rétabli la justice. La route avait été longue, marquée par les années de souffrance silencieuse et la charge émotionnelle de garder ce terrible secret. Mais la lumière de la révélation avait balayé l'obscurité. En marchant le long de la rue, sous le ciel gris de la Nouvelle-Angleterre, j'ai ressenti une légèreté que je n'avais plus connue depuis mon enfance. L'humiliation publique qu'il m'avait infligée était devenue l'instrument de sa propre destruction. Mon âme, oubliée et rabaissée pendant si longtemps, avait repris le pouvoir devant celui qui m'avait fait taire. Je savais que, même si maman Nera était plus là, elle aurait été fière de la femme que était devenue, celle qui n'avait pas baissé la tête et qui avait cherché la vérité jusqu'au bout. La justice était rétablie, et le silence de la salle de réunion de Boston resterait à jamais gravé, comme le moment où ma nouvelle vie avait commencé. 18 115 caractères. La route avait été longue, marquée par les années de souffrance silencieuse et la charge émotionnelle de garder ce terrible secret. Mais la lumière de la révélation avait balayé l'obscurité. En marchant le long de la rue, sous le ciel gris de la Nouvelle-Angleterre, j'ai ressenti une légèreté que je n'avais plus connue depuis mon enfance. Ce N était pas seulement le poids de l'incertitude financière qui s'envolait, mais la pression constante, physique, que mon corps avait absorbée au fil des ans, cette sensation d'être perpétuellement sous surveillance, jugé, diminué. Soudain, mes épaules semblaient plus larges, ma respiration plus profonde et plus régulière. L'air froid de Boston, qui sentait légèrement le sel de la mer et le café brûlé, pénétrait mes poumons et y effaçait les vapeurs suffocantes de la peur. L'humiliation publique qu'il m'avait infligée cette dernière tentative misérable de écrasée sous sa botte arrogante, était devenue l'instrument le plus efficace de sa propre destruction. L'ironie était délicieuse, mais je n'avais pas besoin de rire pour savourer ce moment. La satisfaction se nichait dans le calme, dans la certitude que l'univers moral, si longtemps déséquilibré, avait finalement corrigé sa trajectoire. Mon âme, oubliée et rabaissée pendant si longtemps, avait repris le pouvoir devant celui qui m'avait fait taire. Je me suis arrêtée un instant devant la vitrine d'une librairie, non pas pour regarder les livres, mais pour observer mon reflet. Le visage qui me renvoyait l'image N était pas celui de la femme tremblante et anxieuse qui était entrée dans cet immeuble quelques heures plus tôt. Mes yeux, souvent fuyants, étaient clairs, durs, et portaient la marque d'une victoire obtenue par la patience et l'intelligence, non par la force brute ou l'éclat superficiel. Je savais que, même si maman N n'était plus là, elle aurait été fière de la femme que était devenue, celle qui n'avait pas baissé la tête, et qui avait cherché la vérité jusqu'au bout. Je me souvenais des dernières semaines passées à ses côtés, de l'ombre de tristesse qu'elle portait, devinant sans doute la trahison de Charles, mais trop faible pour agir. Elle avait toujours cru en moi, en ma capacité à voir au-delà des façades, même si Charles était évertué à me peindre comme l'enfant rêveur, trop émotif pour le monde réel des chiffres et des contrats. C'est précisément cette capacité à me retirer dans mon monde, le monde de l'analyse discrète et de la logique froide, qui m'avait permis de déjouer son plan. J'ai repris ma marche. Chaque pas sur les dalles inégales de la rue était un pas vers la reconstruction. Je repensais aux mois de travail clandestin, aux nuits passées à apprendre les protocoles de cryptage et les sauvegardes sécurisées, le bruit familier du ventilateur de mon ordinateur étant mon seul confident.
La peur que Charles découvre le double de l'enregistrement était une menace physique constante, une épée de Damoclès invisible. J'avais dû supporter son regard méprisant, ses blagues cinglantes sur mon manque de fibre commerciale, tout en sachant que je détenais l'arme qui allait mettre fin à son empire de mensonges. Ce jeu d'acteur forcé avait été épuisant, une mascarade que j'avais jouée uniquement pour m'assurer qu'il reste suffisamment arrogant et confiant pour ignorer la possibilité d'une contre-attaque. Il était si certain de ma faiblesse qu'il n'avait même pas pris la peine de vérifier si son formatage du disque dur avait été total. Il n'avait jamais imaginé que la petite sœur s'y connaisse suffisamment en infrastructure réseau pour établir un protocole de sécurité de niveau militaire. Le silence de la salle de réunion, après l'arrêt du fichier audio, résonnait encore dans mes oreilles, plus fort que le bruit des klaxons des taxis qui passaient. Ce silence n'était pas vide. Il était plein de la vérité, plein de la sidération des avocats, plein de la terreur glacée de Charles. J'avais observé le processus de décomposition de son assurance en direct. L'incrédulité, la confusion, puis l'horreur muette lorsque son cerveau, enfin, avait intégré la portée de sa défaite. Voir ce masque d'homme d'affaires respectable se fissurer pour révéler le voleur paniqué qui se cachait dessous était la véritable justice. Ce n'était pas une vengeance rapide et chaude, mais une sentence lente, froide, et d'une efficacité dévastatrice. J'ai tourné dans une petite rue bordée de magnifiques maisons victoriennes en briques rouges. Le vent était